Bismillahirrahmanirrahim, mes chers étudiants, nous allons continuer avec le SAOS et nous allons voir maintenant quels sont les moyens thérapeutiques utilisés pour le traitement de cette pathologie. Le principe logique du traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, c'est de maintenir ouvertes les voies aériennes supérieures pendant le sommeil. Sullivan et ses collaborateurs, en 1981, ont publié des données concernant le traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil par la pression positive continue pour la première fois. Et cette thérapeutique est devenue actuellement la référence dans les formes symptomatiques modérées à sévères de la pathologie. Ce principe, pour l'obtenir, on a besoin de deux moyens principaux. On a besoin d'obtenir une langue qui flotte, et c'est le principe de la pression positive continue qui crée une certaine attelle pneumatique qui permet à la langue de flotter. Et le principe de la langue qui avance, et c'est le principe des orthèses d'avancée mandibulaire. La pression positive continue agit à la manière d'une attelle pneumatique. Elle est utilisée au cours du sommeil et elle va s'opposer au collapsus pharyngé en délivrant dans les voies aériennes supérieures de manière continue de l'air. Ce l'air est délivré à une pression faiblement supérieure à la pression atmosphérique et qui est généralement voisine de 2,10 cm H2O. Les différentes données d'imagerie ont montré que la pression positive continue augmente le diamètre des voies aériennes supérieures tant chez les sujets éveillés qu'endormis. Elle a même démontré qu'elle modifie la morphologie des voies aériennes supérieures pour qu'elle devienne compatible avec l'action des dilatateurs du pharynx. Vous voyez dans ces coupes scanographiques du pharynx l'augmentation progressive du diamètre du pharynx avec l'augmentation progressive de la pression positive continue, avec en même temps une modification de la forme du pharynx qui devient transversale dans le sens droit-gauche, ce qui facilite l'action des muscles dilatateurs du pharynx. Mezzano, dans sa publication de 1991, avait démontré que la pression positive continue a en plus un effet sur la réponse musculaire. Dans le premier graphique, vous voyez donc une comparaison entre un groupe de patients syndrome d'apnée obstructive du sommeil et un groupe contrôle. Et on remarque que le travail musculaire du génioglosse augmente de plus de 40% chez les patients SAOS. Et ceci est dû à cette situation mécanique défavorable à laquelle sont exposés les muscles dilatateurs du pharynx. Dans le deuxième graphique, lorsqu'on expose les deux groupes à la pression positive continue, on remarque qu'il y a un effet plus marqué chez les patients SAOS en augmentant les pressions à 5 cm H2O puis à 10 cm H2O avec une normalisation de la réponse du génioglosse qui rejoint pratiquement le groupe contrôle. La pression requise au maintien de l'ouverture des voies aériennes supérieures pendant le sommeil va dépendre de leur tendance particulière au collapsus, laquelle tendance augmente avec la position allongée au cours du sommeil paradoxal en cas de prise pondérale et lors de la consommation d'alcool et de sédatifs. Comment on va générer cette pression positive continue? Pour cela, nous avons besoin de matériel. Ce matériel va comprendre un appareil de pression positive continue associé à un circuit de ventilation. Et vous voyez un exemple de type de matériel de pression positive continue sur lequel est branché le circuit de ventilation. Donc il existe différents appareils qui contiennent le mode de pression positive continue et on va nommer appareils de pression positive continue celles qui contiennent le mode PPC isolé sans autre mode de pression. Les autres appareils qui contiennent un mode PPC additionnel vont servir pas uniquement pour le traitement du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais aussi pour le traitement d'autres troubles respiratoires du sommeil.
Et donc, un appareil de PPC, c'est-à-dire qui contient que le mode PPC, elle va comprendre un générateur de pression positive continue. Il s'agit d'un compresseur qui va délivrer de l'air, c'est pas de l'oxygène, sous pression pour traiter le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Et ce compresseur va être réglable selon la prescription du médecin. Deuxième composante de l'appareil de PPC, c'est un dispositif intégré, un logiciel de contrôle des données de machine. Ces appareils de PPC sont généralement de faible poids, environ 3 kg. Ils peuvent utiliser des sources électriques variables, 12 volts, 24 volts, 110 volts, 220 volts, en fonction des circonstances. Et ils contiennent généralement un compteur affiché qui va donner la durée d'utilisation et le temps passé à la pression déterminée au minimum. De plus en plus, on affiche plus de données dans des appareils de PPC récents. En plus de ça, il y aura une carte de mémoire qui va permettre d'enregistrer les différents paramètres et ces différents paramètres pourront être consultés après grâce à un logiciel sur un ordinateur. Ces appareils de PPC peuvent contenir un ou deux types de réglages. Le premier réglage, c'est la pression positive continue à mode constant, appelé en anglais CPAP, ou à pression fixe. Et dans ce mode-là, on va appliquer une pression positive fixe qui va être définie par le médecin prescripteur. Donc il y a des appareils qui ne contiennent que ce mode de PPC constante et d'autres appareils qui contiennent ce qu'on appelle le mode de PPC autopiloté, appelé aussi auto-ajusté, auto-PPC ou APAP en anglais. Et ces appareils-là, qui ont ce mode-là, contiennent en même temps la possibilité de passer au mode fixe. C'est quoi ce mode de PPC autopiloté? Dans ce mode-là, on aura une variation automatique de la pression en fonction du besoin de la maladie. Et donc, on va fixer un intervalle pour ce patient-là entre une pression minimale et une pression maximale. L'appareil va délivrer une pression efficace minimale en fonction du besoin du patient qui va varier dans cet intervalle de pression déjà fixé. Il existe différents critères physiologiques mesurés par l'appareil pour détecter les résistances des voies aériennes supérieures et il y aura plusieurs algorithmes possibles qui seront utilisés pour adapter la pression aux besoins du patient. Et donc, lorsqu'on va regarder le rapport de machine, on va constater que dans le mode PPC fixe, on aura au cours de la nuit une ligne horizontale qui va correspondre à la pression fixe qu'on a prescrit, alors que dans le mode autopiloté, vous aurez une courbe comme celle que vous voyez ici qui va permettre de faire varier les pressions chez le patient. Vous voyez dans cette diapo un type d'algorithme qui est utilisé dans les appareils auto-PPC et cet algorithme qui est ici basé sur les renflements vibratoires. En effet, l'appareil va détecter un début de renflement vibratoire, comme vous le voyez dans le graphique en bas. Ce début de renflement vibratoire va déclencher en haut dans la courbe de variation de pression une augmentation parallèle de la pression délivrée par le générateur de pression. Dans ces appareils de PPC, vous pouvez avoir des options telles que les options de confort expiratoire qui peuvent exister sous différentes dénominations, le flex, le PR. Et dans cette option-là, on trouve une diminution de la pression pendant la première partie du temps d'expiration pour améliorer le confort chez le patient. Donc vous voyez dans cette diapo deux modes d'options de confort expiratoire dans deux rapports de machine différents pour deux appareils différents. Donc le mode Aflex par exemple et le mode EPR. Et on vous donne ici par exemple pour le niveau EPR 1 cm H2O. Comme on a dit, donc l'appareil de PPC contient en plus un dispositif intégré de contrôle des données du traitement. Et donc il y a plusieurs données qui sont enregistrées dans la carte mémoire
de la machine concernant l'observance avec un compteur horaire ou un dispositif de suivi cumulé avec même possibilité actuellement de télésurveillance. L'obligation d'enregistrer les événements respiratoires, les données de pression, les données des fuites, avec possibilité d'avoir ces données sur un rapport détaillé, et ceci grâce au transfert des données dans un ordinateur pour les analyser par un logiciel adapté. Nous allons voir maintenant un exemple de rapport de machine tel qu'il est enregistré par un appareil d'auto-PPC. Dans ce rapport qui s'étale entre le 26/11/2014 et le 25/2/2015, c'est-à-dire un rapport de 3 mois d'utilisation, on voit en haut le graphique d'observance avec la durée d'utilisation de la machine de manière quotidienne avec une ligne horizontale qui fixe le C de 4 heures comme durée d'observance minimale. En bas, vous avez le graphique de pression avec les deux seuils de pression minimale et maximale qui se présentent sous forme de lignes horizontales et qui sont fixés par le prescripteur et qu'on va intégrer dans la machine. Entre les deux, vous avez la variation de pression pour l'adaptation de la machine des besoins du patient. Donc on peut vous donner dans le rapport de machine l'agenda d'utilisation quotidienne avec le détail concernant chaque jour ou chaque nuit de la durée d'utilisation de l'appareil. À côté des données graphiques, on peut avoir des données chiffrées dans des tableaux associés. Donc on a vu les données de pression, les données d'observance, mais il y a aussi les données concernant les conséquences de l'utilisation et particulièrement les événements respiratoires. Et ici, vous avez deux graphiques. Un graphique concernant les événements respiratoires des apnées et un graphique concernant l'indice des limitations de débit et l'indice d'hypopnée. Un masque non adapté au visage du patient ou non serré va générer des fuites et ces fuites-là, on peut les enregistrer au niveau du rapport de machine et vous avez ici un graphique concernant le pourcentage de fuites par rapport à un seuil déjà fixé pour chaque machine. Ces fuites, on peut aussi les chiffrer en durée de temps passé au-dessus de ce seuil déjà fixé. On peut avoir aussi des données plus détaillées concernant uniquement une nuit d'utilisation et dans ce rapport-là, d'une nuit d'utilisation, on peut analyser la corrélation, par exemple, entre les variations de pression et le degré de fuite pour savoir la relation cause à effet entre les deux phénomènes. Enfin, on aura la possibilité de générer un résumé d'observance complet qui pourra renseigner sur les données de manière globale. Comme on a dit au début, il existe les appareils de PPC, ce sont les appareils qui ne contiennent que le mode PPC isolé, mais il existe d'autres appareils qui contiennent un mode PPC additionnel, parmi lesquels on trouve les appareils de ventilation non invasive chronique qu'on appelle les appareils à deux niveaux de pression, appelés aussi bilevel ou BiPAP. Et ces appareils-là délivrent une pression plus élevée en phase inspiratoire et une pression plus faible en phase expiratoire, ce qui va permettre de traiter les hypoventilations. Ces appareils permettent de traiter les hypoventilations, mais aussi peuvent traiter un SAOS associé. D'autres appareils peuvent générer un mode PPC, tel que la ventilation auto-asservie, et cet appareil-là permet d'adapter la différence entre la pression expiratoire, assurant l'ouverture des voies aériennes supérieures, et la pression inspiratoire, remplaçant la mécanique ventilatoire. Et ce type d'appareil est surtout utilisé en cas de syndrome d'apnée centrale, mais ils vont en même temps traiter le syndrome d'apnée obstructif. Après l'appareil de PPC, nous avons le circuit de ventilation.
Ce circuit de ventilation comprend tout d'abord le masque qui peut être adapté au surmeulage et qui doit être renouvelé 2 à 3 fois par an. Et ces masques sont associés à un raccord qui va raccorder le masque au générateur. Et on peut avoir en plus un humidificateur avec un réchauffeur qui se comporte comme un nez artificiel. Donc le masque, appelé aussi interface, peut être de type nasal, facial ou de type embout narinaire, ou plus rarement il peut s'agir d'un dispositif endobuccal. Ces masques sont généralement en silicone et ils sont disponibles en plusieurs tailles et ils possèdent un orifice de fuite, généralement sous forme de petits trous, qui permet au gaz carbonique de s'évacuer. Le masque est constitué d'une coque transparente en matière plastique qui est bordée d'un coussinet ou une bulle sur son pourtour pour assurer l'étanchéité et le confort du patient. Il est composé aussi d'un harnais de fixation qui est nécessaire pour stabiliser le masque et éviter son décollement du visage lors de l'insufflation de l'air. Le masque narinaire comporte des embouts qui s'appliquent très intimement au contact des narines, réalisant pratiquement une cannulation. Le système d'humidification qui peut être associé ou non à l'appareil de PPC et qui permet d'humidifier l'air délivré soit à froid, soit à chaud. Cet humidificateur est un récipient en matière plastique qu'on va remplir d'eau et qui sera intercalé sur la partie inspiratoire du circuit de ventilation. Les gaz insufflés sont humidifiés par le passage à la surface de l'eau. Dans le cas de l'humidificateur chauffant, la chambre d'humidification repose sur une plaque électrique avec thermostat. L'eau en s'évaporant humidifie l'air insufflé. Quelles sont les données d'efficacité de l'appareil de pression positive continue et particulièrement sur les comorbidités? Tout d'abord, des études ont montré une efficacité à moyen et long terme sur les comorbidités cardiovasculaires, en particulier 3 études de cohorte, dont une rétrospective et 2 prospectives avec un niveau 2 et 3. Et dans ces études-là, on a démontré qu'il y a une tendance à la réduction du risque d'événements cardiovasculaires chez les patients traités par le PPC versus les patients ayant arrêté le PPC ou non traités du tout. On a démontré aussi une efficacité à moyen et à long terme sur l'hypertension artérielle avec 6 études randomisées entre 2006 et 2007 avec un niveau de preuve 1 et 2, avec 3 méta-analyses en 2006 et une Conran Data base en 2006 qui contient 36 essais randomisés comprenant 1718 patients. Dans ces études-là, on a démontré une amélioration des chiffres tensionnels systoliques, diastoliques, au moins à court terme, c'est-à-dire à 6 mois, et avec une amplitude cliniquement significative, et ceci d'autant plus que le SAOS est plus sévère, et d'autant plus que la durée d'utilisation quotidienne est prolongée. La PPC diminue de manière statistiquement significative la pression artérielle d'environ 2 mm de mercure chez les patients SAOS, et cet effet est d'autant plus important que le SAOS, comme on a dit, est sévère, et avec un degré de somnolence qui est élevé, et que la durée d'utilisation est élevée. La significativité de cet effet sur le plan clinique doit être explorée. La mesure de pression artérielle constitue un critère de jugement qui est intermédiaire. Les études cliniques doivent être menées sur le long terme pour évaluer l'effet de la PPC sur l'hypertension artérielle. Quel impact sur l'insuffisance cardiaque? 2 études contrôlées de niveau de preuve élevé traitant de l'influence du traitement sur l'insuffisance cardiaque n'ont pas montré de résultats sur la survie et il semble que le traitement par PPC améliore la fraction d'éjection du ventricule gauche à court terme. On a analysé aussi l'effet préventif de la PPC sur l'hypertension artérielle. Mais il n'y a pas beaucoup d'études dans ce sens-là. Il y a une étude contrôlée randomisée qui est disponible et cette étude-là n'a pas mis en évidence un effet bénéfique de la PPC sur la survenue d'une hypertension artérielle ou d'un événement cardiovasculaire chez les patients non somnolents ayant un SAOS qui est supérieur ou égal à 20 événements par heure en IH par rapport à un bras contrôle sans PPC. Et l'effet bénéfique de la PPC a été observé dans le sous-groupe de patients dont l'observance
était au moins égal à 4 heures par nuit. Quel effet sur le diabète? 15 études qui comprennent 367 patients au total n'ont pas montré d'effet sur la glycémie à jeun et sur l'EMC chez les patients diabétiques et non diabétiques. Et par contre, ils démontrent qu'il y a une diminution de la résistance à l'insuline chez les non diabétiques. Dans le groupe non diabétique, qui comprend 9 études, on a démontré qu'il y a une diminution de la résistance à l'insuline chez les patients observants, c'est-à-dire avec une PPC qui est utilisée plus de 4 heures par nuit. Concernant les données de mortalité, 8 études de cohorte entre 1998 et 2007, de niveau 3 à 4, ont montré une tendance à la diminution de la mortalité sous l'effet du traitement par PPC. Ces études ont un niveau de preuve qui est faible, et elles ne sont pas contrôlées, mais il apparaît difficile actuellement d'envisager, pour des raisons éthiques, ce type d'études.